Bonjour, nous sommes avec Stéphane Delahaye, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-bulgare à Sofia, qui est notre invité dans le studio de BTA à Sofia. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. C'est un plaisir pour moi de répondre à vos questions. Merci d'être venu. Je vais commencer par une question à brûle-pourpoint. Cette tension entre la Russie et l'Occident autour de l'Ukraine, est-ce que vous croyez que ça aurait un impact sur l'activité des sociétés françaises en Bulgarie et en général? Alors bien évidemment, j'y vois deux impacts. J'allais dire la première, c'est une opportunité parce qu'il faut quand même être positif. Ça se passe pendant la présidence française de l'Union européenne et notre président Emmanuel Macron essaye quand même d'avoir un rôle pivot dans cette crise. Donc je bénis le ciel pour que, sous l'égide du président Macron, de la présidence française de l'Union européenne, on arrive à une solution qui soit une solution de consensus, que tous les partis se réunissent autour d'une table et que comme on dit en français, les bruits de bottes puissent absolument cesser. Parce que, bien évidemment, en cas de conflit armé, ce sera une vraie catastrophe pour la région. La Bulgarie sera de toute façon impliquée par rapport à son appartenance dans l'OTAN. Et je pense que toute la région a beaucoup à perdre d'un nouveau vrai conflit en Ukraine. Donc j'ose espérer que les deux parties, bien évidemment, le président Macron et la présidence européenne ne peuvent que d'être un médiateur. Mais je prie pour que les deux parties puissent éviter tout conflit armé qui serait excessivement impacté, pas que pour la Bulgarie, mais pour toute la région. Exactement. Mais à part cette tension avec la Russie, il y a aussi le Covid, malheureusement, qui entre dans sa 3e année. Je suppose que les problèmes qui concernent le monde entier, le manque de main-d'œuvre, les goulets pour les approvisionnements, affectent aussi les entreprises françaises en Bulgarie. Alors, je vous répondrai à plusieurs niveaux. Donc nous sommes une chambre de commerce et nous avons à peu près 100% des entreprises françaises présentes en Bulgarie comme membres de la chambre, mais aussi beaucoup d'entreprises bulgares qui commercent avec la France. J'ai envie de vous dire, assez bizarrement, nous avons toujours des membres en augmentation. Quelques compagnies, notamment les très petites compagnies, des compagnies unipersonnelles, aujourd'hui le Covid c'est difficile de voyager, c'est-à-dire ça devient une véritable contrainte, les voyages deviennent une véritable contrainte. Donc nous avons perdu quelques membres, mais nous en avons gagné d'autres. Je verrai plus pendant cette période de Covid la difficulté notamment avec l'Asie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a à la fois une augmentation drastique de certains coûts, notamment les coûts de transport avec l'Asie, et a fortiori, les matériaux augmentent. Et aujourd'hui, d'acheter un bateau ou d'acheter une voiture, vous devez attendre beaucoup de temps parce que tous les fournisseurs sont obligés de se mettre à une vitesse que plus personne ne maîtrise. Et il y a des activités qui arrêtent aussi. Et il y a certaines activités qui évidemment en souffrent beaucoup et qui sont obligées de fermer leurs portes. Mais j'allais dire en Bulgarie, pour les entreprises françaises, on a été relativement à l'abri quand on parle de ce problème avec le Covid. On va parler impôts à présent. La Bulgarie est candidat pour devenir membre de l'OCDE et nous savons que l'OCDE a adopté unanimement l'adoption d'un impôt minimal pour les grandes sociétés de 15%. Or, l'impôt en Bulgarie est de 10%. Est-ce que cela va avoir un impact pour l'activité franco-bulgare? Dans mon esprit, en ce qui nous concerne, pas du tout. Je vais essayer de revenir un petit peu sur l'OCDE. Déjà, l'OCDE, c'est 130 pays
qui ont signé cette taxe de 15% qui n'est pas encore en place, qui va être en place, mais qui concerne les entreprises au-delà de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous savez, je pense qu'on est quand même à une époque où il faut savoir redonner, où il faut savoir partager, où on pense d'économie verte, de redistribution. Quand vous voyez aujourd'hui toute une économie qui a un pan digital, qui a une partie de son activité online, comment voulez-vous que ces énormes compagnies puissent surfer dans les différents pays parce que leur activité, elle est virtuelle. Leur activité, elle n'est que sur du online. Et personnellement, je trouve pas vraiment normal qu'à l'échelon de la planète, il y ait certaines entreprises qui fassent la course à des montages qui soient pour eux bénéfiques en termes d'impôts, mais qui ne profitent in fine à aucun pays, à aucun emploi et à aucun employé. Donc je pense qu'il doit y avoir pour ces grandes entreprises, on les connaît toutes et je ne voudrais pas les citer, et j'allais dire, il n'y a pas beaucoup de Françaises dans la liste. Je pense quand même que c'est quelque chose qui ne soit pas normal et qu'il faut que ces entreprises-là, quel que soit leur choix, puissent avoir une fiscalité qui soit une fiscalité qui les concerne, peu importe si elles s'installent en Bulgarie, à la Barbade ou en Hollande. Donc je trouve ça relativement normal. De la même, pour vous répondre, cette nouvelle imposition est faite pour les sociétés au-delà de 750 millions de chiffre d'affaires, mais n'impacte pas les autres, notamment les usines de fabrication, et chaque pays peut avoir, hors ces énormes entreprises, son propre système d'imposition. Donc ça voudrait dire que la Bulgarie peut très bien maintenir son système d'imposition actuel, et pour ces grandes entreprises, bah oui, comme partout dans le monde, ils auront à payer 15% d'impôts. Donc on parle un petit peu de choses qui peuvent être relativement différentes et qui, pour les entreprises françaises et la relation avec la Bulgarie, peut rester quand même, j'allais dire, relativement la même chose. C'est ce que je veux dire. Vous savez, quand on parle de la fiscalité en Bulgarie, si je peux faire une petite aparté, c'est assez symptomatique de penser que 10% de taxes, de corporate tax en Bulgarie, c'est extrêmement faible. C'est en dessous, largement en dessous la Hollande, largement en dessous Chypre, largement en dessous l'Irlande du Nord, qui sont vus comme des espèces de paradis fiscaux au sein de l'Union européenne. Alors que bizarrement, avec 10%, c'est plus intéressant pour la Bulgarie par rapport à Chypre, mais on ne fait pas figure de paradis fiscal parce que ce qui attire les entreprises, ce n'est pas uniquement ça. Ce qui attire les entreprises, c'est la rapidité, la fluidité de l'administration pour créer des entreprises. C'est aussi un système judiciaire qui fonctionne. Et ce qui fait qu'additionner aux taxes, oui, là, c'est quelque chose d'intéressant. Donc j'allais dire, en Bulgarie, ces 10%, ce n'est pas non plus ce qui fait venir les entreprises étrangères, virgule, uniquement. Exactement. Et alors, pour revenir sur les débouchés des entreprises françaises, est-ce que vous pourriez indiquer certains secteurs qui ont des débouchés vraiment réels dans le contexte du climat d'investissement actuel? Écoutez, je pense que il y a beaucoup de plus et de moins. Je vais essayer de vous donner un exemple. Je pense que nous sommes relativement bien représentés au niveau industriel. Nous avons des entreprises françaises d'envergure qui ont investi en Bulgarie. Récemment d'ailleurs, la TECOR, qui est une entreprise pour nous, c'est le Petit Prince, c'est Saint-Exupéry, qui fabrique des portes pour les avions, donc Boeing, Airbus, qui vient de mettre en place une très grande usine dans la région de Plovdiv. Dans la région de Plovdiv, nous avons aussi Schneider, qui a une des plus grandes usines d'Europe du groupe dans le domaine des composants. Nous avons Montupet à Rousset, nous avons Solvay Sodi à Devnya. Tous louent les qualités d'une implantation en Bulgarie. Louent les qualités en termes de qualité de la main-d'œuvre,
tout ça, j'allais dire, c'est ce qui fait le fort dans l'industrie et qui rapproche, entre guillemets, c'est assez prévisible. Voilà, ce qui rapproche les deux pays. Et aujourd'hui, nous avons un énorme intérêt de grands groupes français qui délocalisent les entreprises, leurs usines en Asie, et qui veulent les rapprocher de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle le nearshoring, et on était avec les différents ministres de l'économie, mais aussi tous mes collègues des chambres bilatérales, nous avons eu de multiples rendez-vous, de multiples initiatives avec le ministère de l'économie, et je pense que ce nearshoring est le vrai atout de la Bulgarie. Alors, c'est le vrai atout de la Bulgarie, avec évidemment une épée de Damoclès, la disponibilité de la main-d'œuvre, puisque à partir de là, la seule difficulté de ces entreprises industrielles, j'allais dire, c'est de trouver des gens, malheureusement, de trouver des Bulgares. Et vous avez aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui manquent de contremaîtres, d'ingénieurs, et ça fait partie du grand fléau de la Bulgarie à l'horizon de 2050. Combien il va rester de Bulgares en Bulgarie en 2050 si on n'arrive pas, j'allais dire, politiquement, à faire revenir les Bulgares qui sont partis ou qui vont partir, c'est-à-dire il y a un double enjeu, c'est-à-dire garder ceux qui veulent partir et faire revenir ceux qui sont déjà partis. Et je crois que moi, tous mes collègues des chambres bilatérales, on est là aussi pour aider et pour faire de la Bulgarie un pays, entre guillemets, normal, qui fasse bon, mais bon, nous, on joue notre rôle d'acteur économique. On ne peut pas jouer notre rôle comme acteur de la santé, du système judiciaire, de l'éducation. Et j'ai bien conscience que le challenge est très important, très grand, très compliqué. Encore un facteur qui est économique mais politique aussi, la Bulgarie et l'euro. Écoutez, l'euro, dans le passé, vous savez qu'il y a des pays qui sont rentrés en 1999, la Grèce en 2001, la Slovénie, comme nous on est rentré dans l'Union européenne, en Slovénie ils ont adopté l'euro le 1er janvier 2007, quand nous sommes rentrés dans l'Union européenne. Un peu plus tard, les pays... Quand la Bulgarie est rentrée. Oui, pardon, quand la Bulgarie est rentrée dans l'Union européenne. Plus récemment, les pays, l'Estonie, la Lituanie, qui sont rentrés dans la zone euro. Moi, j'ai envie de vous dire deux choses. Comme tous les Français, je suis un Européen convaincu. Donc, je pense que quand on fait partie de la même famille, il faut partager les mêmes valeurs. Et qu'évidemment, l'euro en est une. Ça, c'est ma première réponse. Deuxième réponse, on a quand même eu la chance, en Bulgarie, d'avoir ce qu'on appelle un currency board. Je ne sais pas comment on dit en français. C'est-à-dire que dans le passé, le currency board a joué tout son rôle. Conseil monétaire. Conseil monétaire, pardon, merci. Donc le Conseil monétaire a joué tout son rôle dans l'alignement du leva avec le Deutschmark. Ça, c'était avant. Puis, l'alignement du leva avec l'euro. Donc j'allais dire que, comme tous les pays qui ont un conseil de change, je pense que ça amène une stabilité au niveau du contrôle des prix, de l'inflation, etc. Donc je pense que, et d'ailleurs les instances, la Banque Centrale Européenne a globalement corroboré ce que je dis en disant vous rentrez dans une phase de préadhésion à la zone euro. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense quand même que, si mes chiffres sont exacts, mais je pense qu'ils sont exacts, vous avez dans les banques bulgares à peu près un tiers à la fois des crédits et des dépôts qui sont déjà en euros. Donc on a déjà une forme de pénétration de l'euro, notamment grâce aux banques étrangères, aux banques européennes qui sont venues et qui, eux, savent tout à fait travailler et à la fois emprunter, rendre, etc.
évidemment, vous avez quand même une énorme pan de l'économie qui se fait en relation avec l'Union européenne. Et donc les tractations, elles sont forcément en euros et elles sont pas en leva. Donc je pense que la société a quand même eu, entre guillemets, une euroisation, je ne sais pas comment m'exprimer en français exactement, mais une euroisation. On commence à penser en euros déjà. On commence déjà à penser en euros. Après, comment on va transformer la chose? C'est toute la question. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir une période d'un an, de quelques mois, où on va faire cohabiter les deux monnaies, avec des étiquettes, avec le prix en leva et le prix en euros? Vous savez, je pense que dans tout l'exemple des pays qui sont passés à l'euro, vous avez la réalité et vous avez la perception. Dans la réalité, oui, les prix ont été un peu augmentés parce qu'ils ont été arrondis vers le haut, évidemment, et pas vers le bas. Mais sur la perception, il n'y a jamais eu aucune catastrophe dans des pays qui sont similaires aujourd'hui à la Bulgarie, et aujourd'hui, on n'en parle plus. Peut-être la solution, ce serait d'avoir un double étiquetage et une agence de surveillance qui puisse surveiller, ou un ministère existant qui pourrait surveiller que personne n'a des abus entre les deux prix. Mais encore une fois, je pense que ça, c'est de la perception et ce n'est pas la réalité. Donc, après, évidemment, pour entrer dans la zone euro, la stabilité financière, on l'a. La reconnaissance de la BCE, on l'a. Donc, j'allais dire, nous sommes dans une période d'observation. Maintenant, il est certain que la BCE, comme toute l'Union européenne, regarde la réforme judiciaire. Est-ce que la réforme judiciaire, on va réussir à avoir un système judiciaire, et ça impacte quand même aussi le côté financier. Donc ça c'est la grande question. J'ai pas de réponse. Je souhaite à tous les gouvernements, et puis spécialement au gouvernement qu'on a actuellement, bien évidemment de réussir. Je pense que, voilà, on prend une direction. Maintenant, va-t-on y arriver, va-t-on pas y arriver? Ça commence à bouger en tout cas. Ouais, je partage tout à fait votre... En tout cas, économiquement et politiquement aussi, ça va créer, ça va encore plus encourager les échanges, et c'est ce qui est bien. Ah bah, je peux vous dire que les échanges qu'on a aujourd'hui dans le domaine économique avec notre nouveau gouvernement, spécialement avec le ministre francophone et francophile Daniel Lohrer, et c'est nouveau. On a une forme quasi hebdomadaire, quotidienne ou hebdomadaire de contact, et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut qu'on arrive à tout prix à transformer les structures de ce pays, la Bulgarie. Je trouve que c'est une fin très optimiste de notre entretien. Merci beaucoup, Merci Stéphane beaucoup pour Delahaye. votre invitation. C'était un plaisir pour moi. Merci.